Pour faire le diagnostic, on se base sur les nouveaux critères pédiatriques de Yassine Kaya. Ce n'est pas vraiment nouveau, ça date déjà de 2009. Donc, quand il y a, c'est des critères particulièrement cliniques. Donc, la fièvre, c'est donc les douleurs abdominales, les douleurs thoraciques, l'atteinte articulaire et surtout donc la durée de ces signes de 6 à 72 heures qui se répètent au moins 3 fois avec une histoire familiale de FMF. Donc quand on a au moins 2 de ces critères, on peut donc poser le diagnostic sans retard de FMF comme ça pour commencer le traitement à temps avant la survenue de complications. On peut raisonner aussi en fonction de la génétique, non pas pour faire le diagnostic qui va être établi par les critères diagnostiques de Yassine Kaya, mais c'est important pour voir le type de mutation et avoir une idée sur le pronostic de la maladie. Alors, quand on a les 2 mutations présentes, donc le diagnostic de FMF ne fait aucun doute, donc il faut commencer rapidement le traitement. Parfois, on a une seule mutation. Dans ce cas, on cède par le test à la colchicine. S'il est positif, le diagnostic est fait. Sinon, donc, il faut donc un peu chercher est-ce qu'il ne s'agit pas d'une autre fièvre récurrente. Quand il n'y a aucune mutation, on revient vers les critères cliniques de Yassine Kaya de FMF qui sont positifs avec un test de colchicine positif. On considère comme c'est une FMF et donc on commence le traitement. Si les critères ne sont pas remplis, eh bien, il faut chercher vers les autres fièvres récurrentes de l'enfant. Un certain nombre de complications ont été décrites dans la FMF et qui restent dominées par l'amylose secondaire, qui est la complication la plus grave et qui peut toucher 10 à 40% des patients non traités. D'où l'intérêt d'y penser et de faire le diagnostic avant la survenue de cette complication. Il y a l'intérêt aussi de la protéine SAA, ce test sanguin qui est en train de se généraliser et qui permet donc même avec un bilan clinique et biologique normal, quand c'est élevé, attention, c'est la sonnette d'alarme qui nous dit c'est un enfant qui se prépare pour faire l'amylose et donc là le clinicien doit bien sûr adapter le traitement, l'intensifier ou passer à une autre modalité thérapeutique. D'autres complications plus rares, arthropathie chronique, infertilité dans les 2 sexes. Alors, comment on traite cette maladie? Le traitement se fait par paliers. D'abord, il y a le premier, donc bien sûr, quand l'enfant vient en crise, il faut soulager la douleur. Et donc, souvent, on fait l'association antalgique, anti-inflammatoire non stéroïdien et antispasmodique. Donc, pour soulager la douleur de l'enfant. Donc les antalgiques, bien sûr, c'est par palier en fonction de la fréquence et de l'intensité de la douleur. On peut utiliser palier 1 dans les douleurs d'intensité légère, paracétamol, anti-inflammatoire non stéroïdien. Quand les douleurs sont modérées à intenses, on peut aller vers les opioïdes faibles, la codéine ou tramadol. Quand c'est des douleurs fortes, bien sûr, qui altèrent la croissance de l'enfant, qui altèrent son sommeil, on peut aller vers les opioïdes forts et donc les dérivés morphiniques. Les AINS souvent associés aux antalgiques, mais bien sûr, ils doivent être utilisés bien sûr en respectant la posologie, selon le poids de l'enfant. Et surtout, il est à éviter d'associer 2 AINS car leur association ne va pas augmenter l'efficacité et par contre, elle va faire courir à l'enfant un certain nombre d'effets secondaires. Donc, quand ça ne marche pas avec un AINS, il faut l'arrêter et changer de molécule. Chez nous, donc, ce qu'on fait, c'est souvent, on utilise soit l'ibuprofène, soit le diclofénac. Et donc, ça donne des résultats satisfaisants chez l'enfant, en association, bien sûr, avec les antalgiques. Les corticoïdes, vraiment en dernier recours, quand la crise n'est pas jugulée par les antalgiques, on peut utiliser la prédnisone à la dose de 0,5 1 mg kg jour. Elle a une bonne action sur les crises, mais attention, on est limité par les effets secondaires, bien qu'on les guette, mais on n'est pas à l'abri des effets secondaires de la corticothérapie, d'accord, chez l'enfant, et aussi, elle ne prévient pas les récidives des crises.
L'éducation thérapeutique, il faut bien sûr connaître les facteurs déclenchants pour savoir les gérer, favoriser des états de relaxation au calme, massage doux, des bains chauds, appliquer des crèmes apaisantes. Parfois, chez certains enfants, c'est le fait de sortir qui va lui permettre de le détourner de sa crise. Donc, c'est des mesures qui paraissent banales, mais qui sont très importantes selon notre petite expérience. Et puis le traitement de fond de la maladie, comme vous le savez tous, il repose sur une molécule qui est anciennement connue, la colchicine. Quand on a la dose de 0,5 à 2 mg par jour selon l'âge de l'enfant, et qu'on augmente par palier, d'accord, et permet de faire disparaître les crises dans 50% des cas, et elle réduit la fréquence et l'intensité dans 40% des cas. Et aussi, elle a bien démontré son effet donc, de prévention d'amylose. Il y a des effets secondaires de la colchicine, notamment les troubles digestifs, qu'on peut donc juguler par la réduction des doses. Et il est décrit d'éviter d'associer avec la colchicine un certain nombre de molécules comme les macrolides, la cyclosporine, et aussi certains liquides comme les jus de pamplemousse pour éviter d'augmenter la toxicité de la colchicine. Elle a bien démontré son efficacité, son innocuité chez l'enfant et aussi aucun effet inhibiteur sur la croissance. Mais bien sûr, il faut surveiller le bilan hématologique et le bilan hépatique sous traitement, surtout quand la dose est importante. Alors, qu'en est-il pour les enfants qui sont résistants à la colchicine? Heureusement que c'est rare, mais on a un certain pourcentage, de 10% environ, d'enfants qui ne répondent pas à la colchicine. Heureusement, actuellement, il y a la biothérapie. Et donc, comme vous l'avez vu dans la physiopathologie donc, de la FMF, il y a cette cytokine pro-inflammatoire qui s'active. Et donc, dans les formes résistantes à la colchicine, on l'utilise. Et les indications ont été tracées comme une activité clinique de la maladie persistante sous colchicine à dose maximale, quand le taux de SAA reste élevé malgré la colchicine à dose maximale, quand il y a des effets secondaires de la colchicine, et quand la FMF est associée à d'autres maladies inflammatoires ou vascularites, ou alors quand les crises sont persistantes chez les patients avec amylose. Voilà des exemples de cas d'enfants qui étaient toujours en poussée jusqu'à la mise sous anti-interleukine 1. Il y a une amélioration spectaculaire des paramètres biologiques sous biothérapie et puis la réapparition des crises à l'arrêt de l'anti-interleukine 1. Là aussi, une série de 4 enfants atteints de FMF avec une mutation homozygote M694V dans 6 cas. Et il y a eu donc une rémission complète chez 6 cas. Chez les 4 enfants en fait, et avec des effets indésirables moindres comme des petites réactions aussi d'injection, des céphalées modérées, mais qui n'étaient pas vraiment importants. Et donc la conclusion de cet article, c'est que l'anti-interleukine reste la première alternative thérapeutique après la colchicine. Bon, ça c'est notre patient, juste pour vous dire l'évolution de notre patient après mise sous anti-interleukine 1. L'efficacité était vraiment spectaculaire. Dès la première injection, il y a eu une disparition des douleurs. Et dès la première semaine, on a noté l'amélioration des paramètres biologiques. Et c'est une amélioration qui s'est maintenue dans le temps. Actuellement, on a un recul de pratiquement 5 ans. Il est toujours sous anti-interleukine 1 et donc il fait des poussées légères mais qui ne nécessitent pas vraiment l'hospitalisation. Et après un recul donc de 10 ans, normalisation durable de la CRP, de la SAA et pas de crise selon des crises légères, la tolérance étant excellente. Ça, on a déjà... Voilà, donc j'ai fini. Merci de votre attention.